Vous avez peut-être déjà remarqué que lorsque la lumière arrive sur une couche mince, comme par exemple une couche d'huile, ou par exemple la lumière qui va arriver sur une bulle de savon, on va voir apparaître des couleurs qui vont être renforcées. On va voir du rouge, du bleu, il y a des endroits où ça va être plus sombre. Donc il y a tout un éventail de couleurs qui vont apparaître sur la pellicule. Donc on va voir que c'est dû à de l'interférence soit constructive ou destructive, que les couleurs vont être soit renforcées, donc certaines longueurs d'onde vont être renforcées, et alors que d'autres vont être atténuées lorsqu'ils vont arriver sur la pellicule elle-même. Donc avant de regarder comment fonctionnent les pellicules minces, on va regarder qu'est-ce qui arrive quand la lumière va être réfléchie sur une surface. Donc, quand la lumière va passer d'un milieu dont l'indice est plus petit vers un indice qui est plus grand, par exemple de l'air vers le vert, il y a toujours une partie qui va être réfléchie, puis une partie qui va être transmise. Si on regarde juste le côté de l'onde qui va être réfléchie, on va se rendre compte que si la lumière passe d'un milieu moins dense à plus dense, c'est comme si finalement j'avais une onde qui arrivait d'un milieu dont la densité est plus petite pour arriver vers un milieu dont la densité est plus grande. Qu'est-ce que ça faisait sur l'onde réfléchie dans les premiers chapitres qu'on avait vus? Mais l'onde revenait la tête par en dessous. Donc ça faisait comme un déphasage de pi radian là, entre l'onde incidente et l'onde qui était réfléchie. Ça va faire exactement la même chose dans notre cas. Donc, quand on va passer d'un milieu moins dense à plus dense, on va voir que l'onde qui va être réfléchie va être déphasée de pi radian par rapport à l'onde incidente. Par contre, le faisceau qui va être transmis dans le verre, lui, ne subira pas de déphasage. Pareil comme l'onde qui se transmettait dans l'autre corde, la partie transmise ne subissait pas de changement, si on veut, de phase. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Lorsque la lumière va réfléchir à la jonction entre un milieu moins dense et un milieu plus dense, il y aura un déphasage de pi radian entre le rayon incident et le rayon réfléchi. On dira alors que c'est une réflexion dure. L'autre situation qu'on peut rencontrer, c'est si on passe d'un milieu plus dense vers un milieu moins dense. La partie réfléchie de la lumière, il y en a toujours une partie qui va être réfléchie, bien, cette partie-là va subir, si on veut, une réflexion qu'on va appeler une réflexion molle. Et comme on va passer d'un milieu plus dense à moins dense, par analogie avec les cordes, lorsque l'onde passait d'une corde plus lourde à moins lourde, la partie réfléchie ne subissait pas de renversement à ce moment-là. Elle revenait la tête à l'endroit. Ça va être la même chose dans ce cas-ci. On va dire, lorsque la lumière va réfléchir à la jonction entre un milieu plus dense et un milieu moins dense, il n'y aura pas de déphasage entre le rayon incident et le rayon réfléchi. On dira alors que c'est une réflexion molle. Encore une fois, dans les deux situations, il y a toujours une partie réfléchie et une partie qui va être transmise. La partie transmise, je ne l'ai pas représentée sur les dessins, mais la partie transmise, elle, ne subira pas de déphasage dû à la jonction elle-même. On va regarder maintenant les pellicules minces plus en détail. Une pellicule va être entourée de deux matériaux, si on veut. Si on prend ici, j'ai une pellicule de verre qui sera entourée d'un côté par de l'air et de l'autre côté par de l'eau. Si j'ai un rayon incident qui part de l'air qui s'en vient vers le verre, c'est le rayon zéro là, que j'ai représenté sur le schéma, mais ce rayon-là peut faire deux choses. Il peut être réfléchi, donc je l'ai représenté, le rayon réfléchi par le rayon 1, ou il peut être transmis au verre. Donc le rayon va passer de l'air vers le verre, va traverser l'épaisseur de verre, va arriver à l'autre jonction, et là encore une fois, il peut être réfléchi ou transmis. J'ai une partie du rayon qui va s'en aller dans l'eau, j'ai l'autre partie qui va être réfléchie, qui va remonter le verre en entier pour ressortir vers l'air. Et ça va être mon rayon 2. Et on va regarder que si on venait placer un œil entre le rayon 1 et le rayon 2, lui, il va recevoir deux zones qui vont être déphasées. Et ça va créer de l'interférence. Là, sur le schéma ici, j'ai mis des angles, mais en réalité, les rayons peuvent arriver de façon perpendiculaire. Tout ça peut se faire en ligne droite. Mais à ce moment-là, vous n'auriez pas vu tous les rayons. Donc, j'ai fait exprès pour leur mettre des angles pour qu'on puisse bien les voir. Mais il faut bien se dire que le rayon 1 et le rayon 2 arrivent vraiment un par-dessus l'autre à la sortie. Et on a un œil qui regarde ça. Si le rayon 1 et le rayon 2 sont en phase, on va avoir de l'interférence constructive. S'ils sont déphasés de pi, par exemple, j'aurai de l'interférence destructive. Et là, je pourrais avoir certaines longueurs d'onde qui vont être renforcées et d'autres qui vont être atténuées, voire même complètement enlevées. Entre autres, on va se servir des pellicules minces dans les lunettes lorsqu'on a un verre anti-reflet. Donc, quand on utilise un anti-reflet, on essaie d'éliminer la longueur d'onde qui est la plus réfléchie, c'est-à-dire qui est autour du jaune.
Et on va s'organiser pour mettre la bonne épaisseur de pellicule qui va faire en sorte que cette longueur d'onde-là va être pratiquement complètement enlevée là, de la lumière. Si la lumière est complètement enlevée de la lumière réfléchie, eh bien, la lumière transmise va être à son maximum. Donc, dans le cas d'une lunette, souvent, ce qu'on va vouloir, c'est maximiser la transmission de la lumière. Donc, en minimisant la réflexion, on maximise par conservation d'énergie la transmission jusqu'à notre œil. À partir de maintenant, on va regarder comment on peut calculer la différence de phase entre notre rayon 1 et notre rayon 2 et appliquer les conditions d'interférence constructive et destructive qu'on a déjà vues. Donc, je vais faire une analyse qui est un peu un exemple en même temps, qui va vous montrer comment on procède là, pour résoudre les problèmes impliquant les pellicules minces. Donc, supposons que j'ai une pellicule de verre qui est entourée d'air et d'eau. Donc, la première étape, c'est de bien identifier qu'est-ce qui est la pellicule. La pellicule, c'est ce qui est en sandwich là, entre les deux autres milieux. Ici, je viens de l'identifier, c'est ma pellicule de verre. Elle a une certaine épaisseur, cette pellicule-là, que je vais nommer E ici. Et j'ai mon rayon incident qui arrive sur la surface. Là, je lui mets un angle, encore une fois, mais dites-vous qu'il arrive de façon perpendiculaire. Si j'ai mis un angle, c'est pour vraiment montrer ce qui va se passer, sinon tous les rayons seraient un par-dessus l'autre. Donc, je vais tracer ma normale. Il y a une partie qui va être réfléchie de ce rayon-là, que j'ai mis en gris foncé. Et il va y avoir une réflexion, justement, à l'interface air-vert. On va toujours se questionner, c'est quoi le type de réflexion que je vais avoir ici. Comme je passe d'un indice plus petit à un indice plus grand, on va dire que c'est une réflexion dure. Ensuite, j'ai mon rayon transmis dans la pellicule. Donc lui, là, il va parcourir deux épaisseurs avant de revenir vers la surface pour aller faire de l'interférence avec mon rayon qui avait été déjà réfléchi à la première surface. Donc ici, il va y avoir une réflexion sur la deuxième face et le rayon va finir par sortir ici. Donc, la réflexion qui est sur la deuxième face, comme on passe du verre à l'eau, on passe d'un indice plus grand à un indice plus petit, ça va être une réflexion molle. Et il y a un rayon qui va être complètement transmis. Mais nous, ce qui nous intéresse, ça va être les deux rayons qui vont s'en aller en direction de l'œil. Quand on veut calculer la différence de phase totale qu'il va y avoir entre les deux rayons, on va regarder deux choses. On va regarder la différence de phase qui est due aux réflexions. Donc, on va analyser seulement là, les deux réflexions qui ont eu lieu là, dans le processus. Donc là, ici, à la jonction air-vert, il y a eu une réflexion dure, puis à la réflexion vert-eau, il y a eu une réflexion molle. Ça va être notre delta phi R, donc qui est dû à la réflexion. Et il va y avoir aussi une différence de phase qui va être due à la différence de marche de mon rayon 2. Mon rayon 2 a parcouru une distance 2E de plus que le rayon 1. Donc à ce moment-là, ça va créer ça aussi un déphasage qu'on va analyser. La différence de phase qui est due aux réflexions, on regarde le type de réflexion qu'on avait à la deuxième surface moins ce qu'on avait à la première. Donc si je regarde ici à la deuxième surface, j'avais une réflexion molle. Réflexion molle, ça veut dire un déphasage supplémentaire de 0. En fait, ça ne change rien. Moins, ce que j'avais comme type de réflexion à la première surface, c'était une réflexion dure. Donc ça introduit généralement un déphasage de pi. Ce qui va faire que delta phi R va être égal à 0 moins pi, ce qui donnerait moins pi. Mais un déphasage de plus pi ou un déphasage de moins pi, c'est la même chose. Je fais juste décaler mon onde d'un demi-cycle, soit d'un côté ou de l'autre, je retombe exactement sur la même onde. Donc à ce moment-là, on ne s'enfarge pas avec les signes, on le met tout le temps positif. Donc l'idée pour déterminer le delta phi R, c'est très simple. On regarde nos deux réflexions, si elles sont pareilles. Donc si par exemple j'ai deux réflexions dures ou deux réflexions molles, à ce moment-là, on met un déphasage dû à la réflexion de 0. Si c'est différent, donc dur pour la réflexion sur la première face, molle pour la deuxième, on va mettre un déphasage de pi. Même chose si la première surface, c'est une réflexion molle et la deuxième, une réflexion dure. Donc, si ce n'est pas pareil, on va toujours mettre un déphasage de pi. Donc ici, dans notre situation, ce serait pi. Delta phi R prend soit 0 ou pi comme valeur. La différence de phase due à la différence de marche, on l'avait déjà vu, c'est 2pi delta
qui est la différence de marche, sur lambda dans la pellicule. Ici, j'ai mis lambda P parce que la différence va se faire à l'intérieur de la pellicule. Le rayon 2, c'est à l'intérieur de la pellicule qui fait son parcours supplémentaire. Le delta, c'est 2 fois l'épaisseur. Donc, c'est ça que mon rayon va parcourir de plus. Et le lambda de la pellicule, c'est égal au lambda de la lumière dans le vide, ou dans l'air, ce qui est pas mal la même chose, divisé par l'indice de réfraction de la pellicule. Ici, notre pellicule, elle est de verre, donc ça va être l'indice de réfraction du verre que je vais prendre. Donc, le delta phi dû à la différence de marche, je remplace ça dedans, ça va donner 2pi fois 2e sur lambda dans la pellicule. Puis comme le lambda dans la pellicule, c'est lambda 0 sur np, on obtient 4pi e np sur lambda 0. Et on va avoir que la différence de phase totale, comme je disais tantôt, c'est la somme des deux. Et on obtient ça ici. Et une fois qu'on a notre différence de phase, on a juste à dire si on veut avoir de l'interférence constructive au niveau de nos rayons réfléchis, on égale ça à 2πm. Si on veut de l'interférence destructive, donc on va égaler ça à 2m plus 1π, dépendamment de ce qu'on veut obtenir.